Fonder une famille, c'est du bonheur, des joies, des doutes et des combats qui sont propres à chacun et qui soulèvent beaucoup d'interrogations. Je suis Pauline et je suis la créatrice du podcast Ma Petite Famille. Dans ce podcast, vous écouterez des récits singuliers, authentiques et inspirants de parents qui partageront leur histoire, du désir de fonder leur famille au quotidien avec leurs bambins. Je vais converser avec des parents anonymes ou plus connus, que vous suivez peut-être sur les réseaux sociaux, pour vous proposer, de par ces rencontres, un maximum d'histoires enrichissantes, bienveillantes et déculpabilisantes. Vous retrouverez tous les 2e et 4e vendredis de chaque mois un nouvel épisode. Pour suivre l'actualité du podcast, des invités et de ma vie de maman, rejoignez la communauté Ma Petite Famille sur Instagram. Et si vous aimez les épisodes, je vous invite à laisser une note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute privilégiée et avec un petit commentaire. Cela permet, au-delà de me faire très plaisir, de faire connaître le podcast au plus grand nombre. Je vous en remercie. Avant de vous embarquer dans ma conversation avec mon invité, je souhaitais vous faire découvrir la marque Atelier Amage. Vous cherchez un cadeau de naissance unique et pratique? La gamme d'accessoires de pierriculture proposée a été conçue pour le quotidien des parents. Vous serez séduit par les motifs intemporels et spécialement dessinés pour la collection. La personnalisation des pièces est faite en Bretagne. Vous êtes sûr de faire plaisir avec un cadeau unique réalisé avec amour. Rendez-vous sur atelier-amage.fr pour en savoir plus. Maintenant, place à l'épisode. Bonne écoute. Bonjour Paulia, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi pour l'invitation. Avant de commencer, j'ai mes petites questions rituelles pour que tu te présentes. Est-ce que tu pourrais nous dire qui tu es, d'où tu viens, de qui est composée ta famille, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je m'appelle Paulia, j'ai 40 ans et j'habite à Chatou, en France, dans les Yvelines. Je suis maman de 2 enfants, Nina de 7 ans et Antoine de 4 ans. Et je suis masseuse pour enfants, bébés et femmes. Et j'accompagne également la maternité sous toutes ses formes. Donc, j'accompagne les femmes qui souhaitent avoir un enfant, qui sont enceintes ou qui viennent d'en avoir. Top, et on en saura un petit peu plus dans le podcast, mais est-ce que tu as toujours voulu être maman et toujours voulu faire ça, accompagner les femmes? Alors, aussi loin que je puisse me souvenir, j'ai toujours voulu être maman. Mais je me souviens que vers l'âge de 12 ans, je crois que j'avais 12 ans quand j'ai demandé à mes parents un poupon, m'offrir un poupon. Et c'était vraiment, je pense, là, le moment où mes choix de vie ont vraiment été très, très... se sont définis. J'ai su que voilà, c'était ma passion. Les bébés, c'est ma passion. La grossesse, c'est ma passion. Et à l'époque, je voulais avoir 4 enfants. Maintenant, j'en ai 2. Et je trouve que c'est largement assez pour moi, en tout cas. Et oui, je me suis passionnée de périnatalité à ce même moment. Donc oui, j'ai toujours voulu être maman. Je voulais être tantôt sage-femme, tantôt pédiatre, tantôt psychologue pour enfants. Donc c'est vraiment, c'était, ça l'est toujours ma grande passion. Mais j'ai fait complètement autre chose pendant très longtemps. Et alors, avant de creuser un petit peu ce point-là, ton mari, tu le rencontres à quel moment? Quand tu es dans ce poste de responsable trade marketing ou Alors non, alors pas du tout, comme quoi aussi l'univers est bien fait. Je l'ai rencontré au lycée, justement à l'époque où je l'ai rencontré, en terminale, ma 2e année en France. Et on est restés amis assez longtemps et puis on s'était retrouvés quand on a emménagé tous les 2 à Paris. On a habité pendant assez longtemps à Paris tous les 2, où on s'est installés pendant plus de 10 ans. On a fait une césure, on est partis faire le tour du monde pendant 1 année ensemble avec les sacs à dos en 2013-2014. donc pendant que tu étais en poste ou juste avant que tu prennes ton poste? C'est entre 2 postes, entre 2 postes. J'ai démissionné d'une boîte pour pouvoir faire ça. Justement, j'ai enchaîné les 7 années qui ont suivi le retour du tour du monde. Je les ai faites dans ce groupe alimentaire. Comment vient l'idée de fonder une famille? Ah bah, pour moi, c'était une option intégrée, hein. C'est mon mari, il savait dès le départ que c'était non négociable. Ça a toujours été un... Et c'est vrai que ça fait partie des choses, je pense, des projets dont je suis vraiment hyper fière et on en parlera un petit peu plus tard, mais quand on commence à se poser des questions sur sa réussite professionnelle et de se dire, «Est-ce que vraiment je suis là où je devrais être? Est-ce que je suis bonne à ce que je fais?»
qu'est-ce que j'ai réussi. Il y a eu un moment où ça m'a vraiment pété à la figure que le plus gros projet de ma vie, la plus grosse ambition de ma vie, ça a toujours été de fonder une famille harmonieuse, heureuse, unie, où les parents s'aiment, où les enfants sont équilibrés, où ils savent que les parents s'aiment, ils savent qu'ils évoluent dans un univers safe et aimant. Et je me suis dit, bah, quels que soient les échecs et les mésaventures que je peux vivre dans ma vie professionnelle, le plus gros projet de ma vie dans lequel je me suis le plus investie, ma famille, mais ça, c'est réussi. Et ça fait partie des choses qui m'ont beaucoup soutenue au moment où professionnellement, tout a commencé à partir en vrille. Et tu tombes enceinte, assez rapidement quand vous avez décidé, de fonder ta famille? Oui, et d'ailleurs, ça, c'est encore un autre sujet, c'est que je rêvais de tomber enceinte, je rêvais de cette grossesse depuis que j'ai 12 ans, donc pour te dire, c'était vraiment un truc hyper attendu. Mon mari, à l'époque, quand on s'est mis ensemble, il m'avait dit: «T'inquiète pas, je te ferai pas attendre 10 ans». Il m'a fait attendre 9 ans et on en rigole encore parce que, il me dit: «Ah bah, tu vois, je t'avais dit pas 10 ans». Voilà, donc on a passé 9 ans ensemble avant de décider, enfin, avant qu'il décide qu'il est prêt. Et moi, ça faisait même pas, je pense que j'étais encore en période d'essai dans ma dernière boîte. Donc c'était pas du tout pour moi le bon moment, mais à l'époque, j'avais raisonné en me disant: «Bon, de toute façon, vu notre âge», j'avais 32 ans à l'époque. «Ouais, vu notre âge, ça va pas se faire tout de suite». Eh beh, qu'est-ce que tu crois? Bim, du premier coup, j'étais enceinte. Et ça, je pense que c'est par là qu'a commencé vraiment ma réflexion sur l'accompagnement, de la maternité en entreprise. C'est un des services que je propose aujourd'hui, pour les boîtes, parce que je trouve que c'est extrêmement mal géré. Je ne connais pas une seule histoire de toutes les personnes avec lesquelles je parle de ce sujet, je ne connais pas une seule femme qui me dise: «Franchement, ils ont été top dans ma boîte». Ce n'est pas une question de on te met au placard à partir du moment où on apprend que tu es enceinte. Moi, avec Nina, avec mon premier enfant, ça n'a pas été le cas. Ça a été le cas avec mon deuxième enfant, en revanche. Parce que c'était une autre équipe, un autre manager, une autre façon de faire. Mais ça a été très, très difficile. Ça a été une grosse source de stress pour moi. Je me souviens que ma psy, elle garde encore, le post-it sur lequel on avait marqué, «Comment je vais annoncer à mon boss que je suis enceinte». Ça date de 2016, hein. C'était un sujet qui m'angoissait au plus haut point et je me dis: «Mais comment je vais lui dire? Ça fait 3 mois que je suis dans la boîte ou 6 mois et je vais lui dire que je suis déjà enceinte?» Alors qu'il m'a posé, hein, la question à l'entretien d'embauche, «Est-ce que tu comptes fonder une famille?» Et que je lui ai dit: «Vous savez que vous n'avez pas le droit de me poser cette question», et qu'il m'a répondu: «Je sais, mais je m'en fous, il faut que je le sache». Il y a eu un monsieur, un collègue, pas un collègue direct, un directeur du département, à côté, qui quand il a appris que j'étais enceinte, il m'a félicité, il m'a dit: «Non mais c'est génial, c'est ça qu'il y a de plus important et puis de toute façon, il faut bien que quelqu'un paye notre retraite quand on sera vieux». Oui, voilà, il y a toujours un petit truc derrière. Voilà, mais heureusement que j'avais, 2-3, mon boss d'ailleurs, qui était belge et qui était un super gars. Quand, il a appris finalement, enfin, je me suis rendu compte que c'était pas du tout de lui qu'il fallait que je me méfie, parce que lui, il m'a dit: «Ah bah, c'est génial, je te félicite». Il était super content, il était lui-même papa de 3 enfants. Il dit: «Mais ça se gère, t'inquiète pas, par contre, ouais, le à partir du moment où tu rentres du congé mat, quand ton bébé a 3 mois, bah, tu es censé être plug and play, tout de suite, redevenir comme avant. Sauf que, bah, non, parce que tu dors pas des nuits, parce que moi j'allaitais et quand je suis arrivée dans ma boîte après mon congé mat avec mon tire-lait en disant: «Bon, où est-ce que je peux m'installer?» On m'a fait des gros yeux en disant: «Mais tu es la première personne qui nous demande ça, donc bah, laisse-nous, bah, on va voir, on va trouver peut-être quelque chose». Et j'ai eu de la chance parce que, la personne qui a géré ça, ouais, elle était responsable, pas responsable, représentante des cadres, et elle m'a trouvé, bah, un endroit super, l'infirmerie où j'avais les clés, où je pouvais faire quand je voulais et cetera. Toujours est-il que je partais en déplacement avec mon tire-lait, que je demandais au restaurant de l'hôtel s'ils peuvent me garder mes petits sachets de lait, dans le congélateur le temps qu'eux et cetera. Enfin, c'était un enfer, un enfer. Je pense que même les femmes qui n'ont pas été mères ne peuvent pas comprendre à quel point ça peut être fatigant, à quel point on peut être déstabilisé dans notre fonctionnement, si on a cette envie de s'impliquer dans sa vie de maman, pour combiner les 2, je n'ai pas la réponse, hein, aujourd'hui, mais il faut,
réfléchir et il faut faire quelque chose, de plus, beaucoup plus souple. Il faut un rythme beaucoup plus souple, il faut, vraiment mettre en place des dispositifs qui permettent aux mères et aux pères de mieux vivre leur, parentalité de manière équitable. Ouais, au sein du foyer et au sein de l'entreprise. Oui, 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 oui. Bah, moi, il y a un des grands directeurs qui a arrêté de me serrer la main, mon N+2, il me serrait plus la main à partir du moment où il avait vu que j'ai un ventre. Quand j'en avais parlé à des collègues, ils m'ont dit: «Non, ça doit être une, mais non, c'est toi». Bah, oui, bah, certainement, c'est moi qui suis folle, bien sûr. Deuxième grossesse, même si ça a été très bien accueilli parce que j'avais une manager qui elle-même a 3 enfants, elle-même a travaillé en 4/5e pendant longtemps. L'équipe, ils étaient tous, super contents pour moi. Toujours est-il que, à partir du mois de je me souviens, je devais accoucher, mi-octobre et en juin, à la réunion d'équipe, quand on parlait de projet, qui fait quoi? Et moi je dis: «Bah, attendez, ça c'est mon projet, pourquoi tu le délègues à bidule?» Elle m'a dit: «Mais toi, tu es pas là». «Bon, toi, tu es plus là. On considère que tu es plus là». En juin pour octobre. Donc, bah, en fait, à partir du moment où tu es enceinte, c'est peut-être que ça partait du bon sentiment, hein, de me soulager la charge de travail, sauf qu'on fait pas comme ça. Je trouve que c'est extrêmement indélicat. C'est dire qu'en fait, pour moi, je l'avais vécu, en fait, tu sers à rien, donc qu'on se le dise dès maintenant. Et c'est fou parce que j'ai l'impression de tous les témoignages que j'ai pu recueillir, ça vrille entre guillemets, si ça doit vriller, c'est à partir du deuxième. Alors troisième, on n'en parle pas, mais à partir du 2e, il y a vraiment un changement d'état d'esprit, en fait. C'est fou, hein? Ouais, ouais. Mais j'ai une amie qui elle est, RH, mais à un très, très haut niveau. Elle-même, elle a 2 enfants. Elle me disait: «Tu verras, en général, une fois qu'une femme a 2 enfants, là, on recommence à lui faire confiance, à lui redonner, un peu de responsabilité et cetera. Mais à partir du moment où il a eu un enfant, déjà, on considère que ouais, tu es pas là, comme on m'a dit. Toi, tu es pas là de toute façon». Moi, je trouve qu'il y a une énorme, hypocrisie dans le sens où on dit, que la démographie, c'est notre priorité aujourd'hui. Bah oui, bah, arranger les choses au niveau du congé mat qui dure, 4 mois. Je suis désolée quand tu dois laisser ta petite crevette, qui ne tient même pas sa tête, tu dois la confier pendant toute une journée à d'autres gens, en fait, qui passent 80 de sa vie avec, pas ses parents. C'est pas normal et déjà qu'il y a pas de solution de garde adaptée ni suffisante, bah, quand ça sera réglé déjà, que les conditions dans lesquelles, on devient parent et surtout quand on devient mère parce qu'il faut pas, enfin, faut pas se leurrer quand même, le gros du fardeau, ça tombe sur les femmes, comme d'habitude, j'ai envie de dire et les papas hyper impliqués, ça reste tellement, une minorité, c'est un épiphénomène, hein. Je suis désolée de le dire, encore aujourd'hui, c'est un épiphénomène. Donc bah, quand, bah, on pourra parler de démographie, priorité et cetera, le jour où ces trucs-là seront réglés. L'accompagnement de la maternité en entreprise et tout ce qui concerne les solutions de garde. J'ai discuté ce week-end avec, une amie qui est brésilienne et qui, elle-même, elle dit: «Je suis une féministe radicale» et sur ce point, elle avait eu une idée qui m'a vraiment frappée. Elle m'a dit: «Aujourd'hui, on sort ce prétexte qui est très arrangeant pour les hommes, hein, parce que c'est censé justifier cette injustice, du fait que les femmes sont payées moins. On dit: «Oui, mais parce qu'à un moment dans leur carrière, elles ne produisent plus» et là, enfin, là, moi, ça me met hors de moi parce que, excuse-moi, le jour où les hommes, ils vont pouvoir porter des bébés et ben, on en reparlera. Mais pour l'instant, on peut compter que sur les femmes pour ça. Donc bah, désolée, il y a que nous qui pouvons faire ça. Donc si vous voulez que ça continue à tourner et que, comme il disait mon collègue, que quelqu'un puisse payer vos retraites, bah, va falloir qu'on s'absente pour créer des humains. Et c'est quand même, on produit quelque chose, je pense. Tant qu'on considère qu'on peut payer les femmes moins parce qu'à un moment donné, elles partent, faire autre chose, ça ne va pas bien tourner parce qu'au contraire, on devrait payer les femmes plus pour qu'elles aient une vie plus confortable parce que aussi leur conjoint, il peut se barrer à tout moment et n'avoir plus aucune responsabilité qu'elle, elle puisse avoir de quoi, s'occuper d'elle et de ses enfants et si une femme, elle a un meilleur salaire, bah, le jour où, la crèche appelle en disant, «Au secours, il faut aller récupérer votre enfant parce qu'il a 42 fièvre», qui est-ce qui décolle? C'est la femme, pas l'homme. Bah, le jour où la femme, elle aura un meilleur salaire, elle va appeler une nounou. Elle va pas dire, «J'ai pas les moyens de faire ça». Parce que la femme qui ne fait pas ses nuits,
encore une fois, elle va payer ma bonne fée ou je ne sais quelle entreprise qui va venir garder son enfant la nuit chez elle parce qu'elle va pas se dire j'ai pas les moyens de ça. Parce que la femme, elle va pouvoir se dire j'en peux plus, je suis au bout de ma life, et bah cette semaine, je vais me faire livrer les repas tous les soirs et je ne vais rien faire. Et je vais me payer une femme de ménage qui va venir tous les jours ou 2 fois par semaine pour me faire mon ménage, pour que moi je puisse me reposer. Et là, la femme, elle va être, croyez-moi, hyper efficace au travail. Il y aura pas de problème d'efficacité. Si aujourd'hui les hommes arrivent plus vite au poste de plus grande responsabilité, je continuerai jusqu'à la fin de mes jours de dire parce que ils n'ont que ça à faire. Et désolée s'il y a un homme qui écoute, probablement qu'il y aura des gens qui vont trouver que c'est hyper injuste parce que eux aussi, ils ont chargé le lave-vaisselle une fois. Et bah non, je suis désolée, les hommes, ils n'ont pas à s'occuper de à quelle heure ils doivent quitter leur réunion en plein milieu parce que sinon, après, la crèche, elle ferme. Et les hommes, ils n'ont pas à penser à quand est-ce qu'il faut faire les vaccins ou qu'est-ce qu'on va manger ce soir. Non, parfois, ils s'occupent de qu'est-ce qu'on va manger ce soir. C'est vrai qu'il y a des hommes qui cuisinent, mais ça reste encore une fois un épiphénomène. Enfin, je pense que c'est important de le rappeler et que si, dans les auditeurs, il y a, des RH ou, des gens, de la RSE qui écoutent, c'est vrai que, déjà il y a un livre qui est sorti, qui s'appelle «La reprise», qui en parle aussi, très concrètement et très bien et quand je l'ai lu, je me suis retrouvée, dans pas mal de des chapitres. Il faut en parler et puis plus on en parlera et ben, peut-être que ça bougera les lignes. Mais bien sûr, et il suffira juste de faire un calcul, c'est mathématique. Le calcul, combien coûte une femme en arrêt, combien ça coûte à l'entreprise, combien ça coûte à l'entreprise, un, de l'aider pour trouver un mode de garde, de payer des berceaux dans une crèche d'entreprise, de faire une prime digne de ce nom à la naissance, etc. Après, j'ai eu aussi une autre discussion avec une autre personne qui m'avait dit oui, mais si on favorise les femmes à chaque fois, ça dédouane les hommes à tout jamais. Ça veut dire que ça reste pour toujours le domaine des femmelettes, la parentalité. Bon et si on revient, donc à ton histoire, donc tu es enceinte de ta deuxième puce, toujours dans la même société et là, qu'est-ce qui se passe à ton retour de congé, maternité? Alors, je me souviens très distinctement quand j'ai ouvert ma boîte mail une semaine avant de reprendre. Déjà, j'ai réussi à gratter 3 semaines de plus de congé. C'était extrêmement difficile. C'était pas mon médecin traitant, c'était mon gynécologue. J'ai dû vraiment utiliser tous mes talents de commercial pour qu'il puisse me rajouter 3 semaines de congé pato. Et je me souviens que j'ai ouvert ma boîte mail une semaine avant de rentrer, avant de revenir dans la boîte, et j'ai vu que la semaine qui suivait ma reprise, on avait un meeting de 4 jours à l'étranger auquel je devais assister. Et je me souviens, j'étais dans la rue et j'ai fondu en larmes. Là encore aujourd'hui, ça me serre la gorge d'y repenser parce que je me dis: «Mais qu'est-ce que j'ai fait subir à mon enfant? Pourquoi?» Il a fallu trouver, enfin heureusement, j'ai une énorme chance, c'est que mes parents, ils habitent, pas trop loin de chez nous, à 1 heure et demie environ, et donc ils ont été hyper présents pour nous et pour moi pendant, toute cette période-là, sans broncher. Ils prenaient ma fille, ma mère, elle faisait pas ses nuits, tout comme, ma fille ne faisait pas ses nuits. Les biberons, le décongeler, les litres et les litres de lait que j'ai dû tirer puis congeler et cetera. Elle s'en est occupée, donc j'ai eu une grande chance. Mais oui, ça c'était vraiment très, très dur, et ça m'a frappé le fait qu'on est censé être absolument comme si on n'avait pas d'enfant, à partir du moment où on reprend, une vie professionnelle. C'est comme si on devait choisir en gros, soit tu bosses, soit tu une maman. Tu peux pas, harmonieusement, allier les 2. Donc ouais, ça c'était très dur, mais c'était rien par rapport à mon deuxième retour de congé mat. Et alors, comment ça s'est passé ce deuxième? Bah, le deuxième déjà, j'ai pris un congé parental pour pouvoir allaiter plus longtemps, Antoine, et bah, je devais reprendre au mois de mai, et au mois de mars, on a eu le premier confinement. Donc j'ai dû reprendre dans le confinement. On a déménagé, chez mes parents parce que pour toute la durée du confinement, et même, on est resté tout l'été parce que là, on avait de l'aide, que notre appart parisien était vraiment pas du tout adapté pour, que mon mari puisse continuer à travailler, que moi je puisse continuer à m'occuper des enfants.
L'école de notre fille, était fermée. Après, voilà, tout le monde a vécu ça, hein, réouverte, mais que pour les professions indispensables, enfin bref. Donc voilà, donc on était chez mes parents, à la campagne, avec un wifi sur lequel étaient connectées, 4 personnes, mon père qui travaillait encore, enfin bref, c'était un enfer. Et en plus, cerise sur le gâteau, c'est qu'on a supprimé mon poste pendant que j'étais en congé parental et on m'a proposé un autre, celui au trade marketing, que j'ai accepté puisque je me disais: «Ah bah tiens, je voulais justement, voir ce que c'était, le market». Et bah, c'était le début de la fin, honnêtement, parce que j'ai atterri dans une équipe, où le boulot est tellement prioritaire qu'on en oublie complètement, je trouve. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Il y a peut-être, d'autres, collaboratrices qui ont vécu très, très bien, hein, mais moi, je l'ai vécu vraiment comme un enfer. Santa Barbara, vous êtes prêts? C'est vraiment, c'est toute une histoire. On a acheté notre appartement à Chatou le 4 mars, donc 10 jours avant le premier confinement. Il fallait faire des travaux, donc on a fait les travaux confinés. On ne savait pas si on allait avoir une place en crèche ou pas ou quoi pour Antoine pour la rentrée de septembre. On savait que notre fille allait à l'école, à Chatou, mais pour Antoine, on ne savait pas. Et donc la date, septembre s'approchant, on s'était dit: «Bon, bah, à la rentrée, on va quand même pouvoir, emménager dans notre appart qui devrait être, terminé». Toujours pas de solution de garde à Chatou et ce que j'ai fait, c'est que, j'ai inscrit, Antoine à la microcrèche, à la crèche d'entreprise à côté de ma boîte où était déjà allée ma fille. C'est un super établissement qu'on adore, toute son équipe, sa directrice, je reste toujours en contact avec elles. Elles sont vraiment au top. C'est à 3 minutes de mon bureau et je me disais: «Bon, bah, d'ici septembre, on aura le droit d'aller travailler au bureau». Il faut le dire quand même que c'est à un peu plus d'une heure de Chatou, en voiture. Et je me disais: «Bon, bah, ça va être comme quand on habitait à Paris, hein, c'est-à-dire que je vais déposer, mon enfant le matin, je vais aller travailler au bureau, puis le soir, je le récupère et je rentre chez moi et je récupère ma fille». Mais pas du tout! Ma boîte a décidé de rester, en télétravail encore pendant à peu près 1 an et je n'ai pas pu obtenir de dérogation. Donc ça voulait dire que tous les matins, je me levais à 6 heures, à 7 heures, il fallait qu'on parte pour que je puisse déposer Antoine à la crèche, revenir à la maison travailler, puis repartir le chercher. Il y avait personne dans les bureaux? Si, il y avait des gens qui, eux, avaient le droit, mais la RH de l'époque, qui, encore une fois, c'était une jeune fille de 25 ans, elle m'avait dit: «Ah bah non, Polia, la règle, c'est la règle, je peux rien faire». Et quand je lui avais dit que, bah, écoute, ça me fait faire, 4-5 heures de bagnole tous les jours, je n'en peux plus, je suis en train de mourir. Mes journées font, 6 heures, c'est un nouveau poste, je suis éclatée, c'est très compliqué pour moi, je commence à faire des erreurs. Elle dit: «Ah bah non, bah si je fais une exception pour toi, comment je le justifie pour les autres?» Je fais: «Bah, je sais pas, parce que j'ai un bébé qui n'a même pas 1 an encore, peut-être comme ça». Non, impossible. Ma manager, pareil, elle voulait rien entendre. Donc j'ai fait ça jusqu'au mois de décembre où j'ai eu un accident de voiture. J'ai eu vraiment un moment de complet blackout, j'ai fauché un motard qui, Dieu merci, est vivant, mais il a porté plainte, donc j'ai dû, vivre en plus un procès, apparaître au tribunal, avoir une amende, retrait de permis, et cetera, et cetera. Donc tout ça en plus de la fatigue, nouveau bébé, le fait qu'on a emménagé dans un appartement qui était à moitié pas fait. Donc je télétravaillais avec, 8 ouvriers qui étaient en train de scier des planches en même temps que je faisais mes conf calls. C'était franchement dur. Et pareil, bah, non, non, aucune compréhension de la part de la direction. Et ce qui m'étonne, c'est que je demandais pas de partir bosser à Ibiza, je demandais, d'aller au bureau, où il y avait d'autres collègues qui travaillaient de toute façon, les indispensables, en gros, ceux qui s'occupaient de l'administratif, ceux qui travaillaient avec les archives qui ne peuvent pas être déplacés, et cetera. J'ai eu tout ça, tout ça, tout ça, le total, incompréhension de ma boîte et puis, plusieurs, gros coups de, vraiment pas cool de la part de mon management. Et ça s'est terminé à un moment donné où juste, je partais complètement, mais je me rendais pas vraiment compte parce que je savais que j'étais pas bien, mais je pensais encore et je trouve ce même discours chez d'autres personnes qui sont en train de faire un burn-out, c'est que non, il reste un dernier coup de collier et après ça ira bien. Je leur prouverai une dernière fois que je suis quelqu'un, de précieux et là, ils auront de la considération pour moi et où je clôturerai juste ce dossier et là, je me barre.
Moi, j'avais pas l'idée de partir, hein, parce que j'aimais beaucoup ma boîte, mais j'avais vraiment cette espèce de combat qui ne sert à rien parce que tu joues avec des gens qui n'ont pas les mêmes règles que toi et toi, tu es en train de jouer ta vie, eux, pas du tout. Pour eux, tu es un dossier donc c'est pas du tout les mêmes enjeux et c'est surtout pas du tout les mêmes règles. C'est les valeurs que tu as toi, ce ne sont pas les mêmes qu'eux, donc vous pouvez pas vous comprendre de base. Et donc ce combat, eux, ils s'y battent même pas, je pense. Mais toi, t'es vraiment, tu te bats contre les moulins à vent, hein, comme Don Quichotte. Donc ça sert à rien. Ça sert vraiment à rien. Et je devenais infernale à la maison aussi. Parce que mon mari il me disait, mais physiquement, t'es là, mais t'es pas là. Parce que je pensais en permanence au travail. Les nuits, les week-ends, les jours fériés que je passais devant mon ordi parce qu'il fallait que je rattrape, il fallait que je rattrape, il fallait que je rattrape. Quand même, il faut le dire, après mon accident, de voiture, j'ai eu 3 semaines d'arrêt pour lequel j'étais bien shamée parce que j'ai mis dans la merde toute l'équipe quand même, du fait d'être pas présente. On me l'a bien, bien fait payer. À mon retour de cet arrêt maladie, aujourd'hui, je comprends que j'aurais dû être arrêtée hyper plus longtemps parce que j'avais clairement le syndrome du choc post-traumatique. Je dormais pas, je faisais des cauchemars, je revivais, l'accident tous les jours, quand je prenais le volant, je pleurais au volant parce que ça me faisait peur. Le moindre bruit, je sursautais. Enfin, c'était vraiment très compliqué. Mais dès mon retour, il a fallu que je reprenne mes trajets. Sauf que là, on a mis le couvre-feu. Et donc, à 18h, il fallait plus être dans la rue. Et l'école de ma fille à Chatou fermait. Donc, ça voulait dire qu'il fallait que j'aie le temps d'aller chercher mon fils, de revenir et de la récupérer avant 18h. Ça, c'était impossible. Donc, ce que j'ai fini par faire, c'est de la récupérer elle d'abord. Elle faisait avec moi le trajet de 2 heures, 2 heures et demie le soir pour aller le chercher. Et il y a eu un soir où elle était pas bien. Elle avait 5 ans à l'époque. Elle allait pas bien. Il avait bien de la fièvre et je l'avais derrière enfin, je la voyais dans mon rétro. Elle était toute capoute. Elle me disait, maman, je me sens pas bien. Et on est tombé dans un énorme bouchon à l'aller pour aller chercher mon fils. Et au lieu de faire un trajet de 1 heure l'aller, on a fait un trajet de 2 heures déjà l'aller. Franchement, à ce moment-là, je me suis dit: «Ça peut pas continuer comme ça» et le lendemain, j'ai contacté la DRH de la boîte. Et la DRH de la boîte qui m'a accordé 5 minutes parce qu'elle avait pas plus de temps et m'a accordé 5 minutes. Moi, j'ai préparé un speech. Moi, je sais, le elevator pitch, comment je vais lui argumenter qu'il faut absolument que je revienne au bureau. Tu parles, j'ai ouvert la bouche, je me suis mise à pleurer à la première phrase et elle m'a dit: «Hop, hop, 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 attends, laisse-moi jusqu'à la fin de la journée, je vais trouver une solution». Et le soir même, notre RH de 25 ans, qui me disait que jusqu'à présent, rien n'était possible, elle m'a appelé pour dire: «Oui, c'était juste pour te dire, tu peux revenir au bureau quand tu veux». Comme quoi c'était possible. Ça a amélioré quand même les choses. Ça a amélioré quand même les choses, mais bon, toujours est-il que, c'était assez infernal quand même. Les allers-retours et tout, même pour toi, la gestion. Ton mari, il pouvait pas aller les chercher? Ah, mon mari, il travaille à beaucoup plus loin il travaille à Roissy, donc pour lui, c'est encore, moins possible. Évidemment, c'est un homme, donc lui, son travail, il est plus payé et c'est plus important. C'était pas ce qu'il disait, hein, évidemment, mais juste, non, je peux pas partir. Pour lui, pour récupérer les enfants à 18h, il faut qu'il parte de Roissy à 16h. C'est pas possible. Donc voilà et déjà, je devenais infernale et j'ai commencé à crier sur les enfants. À partir du moment où j'ai commencé à crier sur les enfants, là, ça allait très, très vite. Ça allait très, très vite où une fois, j'ai hurlé sur ma fille qui a pleuré, j'ai pleuré et m'a pris dans les bras et m'a dit: «Maman, il faut vraiment que tu prennes plusieurs jours de congé». Encore une fois, ça m'émeut énormément de parler de ça parce que je me dis: «C'est une petite fille de 5 ans qui est en train de subir ce que moi, je ne suis pas capable de gérer». Qui me met la réalité en face et qui me dit: «Bah, maman, moi, c'est pas normal ce qui se passe. Il faut vraiment que tu te reposes». Et je crois que c'est le lendemain, j'ai pris rendez-vous avec mon médecin, notre médecin traitant qui est un super monsieur je dirais de plus de 70 ans, qui n'arrive pas à arrêter de travailler parce qu'il aime trop son travail. Moi, j'ai pris rendez-vous avec lui, en visio parce que je pouvais pas me libérer, parce que j'avais les 2 enfants, parce que et en visio, j'étais en train de lui expliquer qu'il faut qu'il me prescrive un médicament, quelque chose pour que, en gros, je reprenne des forces. Il m'a regardé, il m'a dit: «Mais en fait, je vais vous arrêter». Et je me «Non, mais je peux pas, je ne peux pas. Comment vous allez m'arrêter? Mais le travail». Il dit: «Non, non, non, c'est pas négociable, je vais vous arrêter». Je lui «Mais je pars en vacances dans 5 jours, ça peut pas,
voilà, ça peut pas attendre, j'aurai 5 jours de vacances, après je reviendrai et tout ira bien. Il m'a dit: «Non, non, non, quand vous rentrerez de vos vacances, vous reprendrez rendez-vous et je vais vous re-arrêter et je vais vous arrêter jusqu'à ce qu'on règle cette histoire». Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est ton à un moment donné, quand tu refuses d'écouter ton corps, qui te dit déjà, enfin, il m'a déjà envoyé dans un accident de voiture pour me dire qu'il faut que j'arrête. C'est une manière extrêmement violente de me dire: «Stop». Mais je l'ai pas écouté et je l'ai pas écouté pendant encore, plus d'un an. Donc j'étais déjà, 1 an, plus d'1 an en retard sur mon burn-out et je ne suis plus jamais revenue dans ma boîte. Je ne pouvais pas. Au début, j'étais complètement dans le flou en me disant, «Bon, on verra comment ça va se passer», déjà, j'ai eu un traitement quand même avec des antidépresseurs. C'était déjà pour moi un choc parce que je ne pensais jamais, avoir recours à ce genre de choses. Je suis quelqu'un de très énergique, très joyeux, j'ai une, vie sociale débordante, j'ai plein d'amis, enfin, c'est pas du tout ce qu'on imagine, enfin voilà, le traitement antidépresseur et ça, pour moi, ça n'allait pas ensemble. Mais voilà et traitement et puis au fur et à mesure, je me disais: «En fait, rien que l'idée de devoir reparler à mes collègues», ce que je disais, voir mon logo, ça me faisait pleurer. Le logo de ma boîte, ça me faisait pleurer. Donc au fur et à mesure, j'ai cleané la maison, j'ai enlevé tout pour ne pas voir ni l'ordi avec l'étiquette dessus, ni les catalogues que j'ai créés, dont j'étais fière et cetera, ni le grand écran qui était synonyme pour moi, le grand écran supplémentaire là qui était synonyme pour moi de mon boulot. Enfin, j'ai enlevé tout ça. Déjà, j'ai commencé à un peu plus respirer. Et au bout de combien de temps tu as réussi à faire ça? Je pense que ça faisait 1 mois que j'étais en arrêt à peu près, où j'ai compris que je pouvais pas voir ça. En tout cas, pour moi, c'était pas envisageable dans l'immédiat et après, c'était devenu clair que je ne veux plus jamais revenir dans cette boîte. Alors que j'avais entrepris juste avant de partir en live, j'avais entrepris une démarche de changer de poste et changer d'entité pour ne plus être avec ces personnes-là qui étaient toxiques pour moi. Et ça s'était hyper bien passé et j'étais, enfin, c'était quasiment sûr que j'allais partir, avec un autre manager, que je trouvais super, dans un autre poste, que je trouvais hyper sympa et en fait, après l'entretien avec ce monsieur-là, 1 semaine plus tard, tout s'est cassé, tout s'est brisé. Donc je lui ai jamais reparlé. Je suis en train de me dire justement qu'il faudrait que je lui envoie un petit message pour lui dire: «Écoute, j'étais très contente de te rencontrer. Désolée, j'ai disparu des radars. C'est important pour moi de te dire que j'aurais aimé, t'avoir rencontré plus tôt». Et au début, j'ai compris que je ne voulais plus jamais revenir dans ma boîte et après j'ai compris que je ne voulais plus jamais revenir dans une boîte. La seule personne, dans mon entourage que je connaissais qui m'avait parlé du burn-out auparavant, c'était une collègue qui m'avait, dit qu'en fait, un jour, elle a pas pu se lever le matin pour aller au travail et c'était la première fois que j'entendais parler du burn-out. C'était il y a une quinzaine, plus, une vingtaine d'années et du coup, j'avais cette impression-là que le burn-out, c'est quelque chose qui est très violent, mais qui arrive d'un coup et dans mon expérience et ça a été aussi le cas de ce que j'ai pu comprendre des autres personnes qui ont vécu ça. Ça n'arrive pas nécessairement, voilà, comme un coup près comme ça, qui t'empêche de te lever le matin. C'est quelque chose de progressif et je sais qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de l'environnement toxique, de tous ces termes-là que j'aime pas spécialement parce c'est un peu fourre-tout, on met tout dedans. Mais évidemment qu'un environnement qui n'est pas sain, où les rapports entre les personnes ne sont pas sains, c'est très propice au burn-out. Ce n'est pas lié uniquement, à la charge du travail, excessive. Et donc pour moi, il y a 2 facteurs ici. Un, c'est la charge réelle de travail qui peut faire qu'elle soit trop importante ou non mesurée et ça, c'est une problématique de management qui est connue, je pense, de tous, à ne pas savoir, prioriser et aussi en gros, avoir ce principe de on va charger la mule, jusqu'à ce que ça craque. Et il y a aussi, et ça, c'est vraiment, un mécanisme très vicieux de la destruction de l'estime de soi de la personne, de sa confiance, en elle. Et ça, c'est quelque chose qui arrive très, très progressivement parce qu'on installe petit à petit, cette sensation que tout ce que tu fais, ce n'est jamais assez, ce n'est jamais assez bien fait, ça aurait pu être mieux. Je parle même pas du fait de dire,
bon, bah, top, cette présentation, tu as super bien assuré. Par contre, la prochaine fois, pense à faire telle et telle chose. Donc ça serait quand même la base, mais on sait très bien que ça ne se passe pas comme ça. Donc petit à petit, à force de recevoir des commentaires négatifs, des commentaires négatifs sur toi, peut-être, mais aussi des commentaires négatifs sur les autres collègues qui te font croire que bah, du coup, quand t'es pas là, on pourrait dire la même chose de toi. Toutes ces petites choses-là, elles se cumulent. Et quand, dans mon cas, j'ai essayé plusieurs fois de discuter avec ma manager pour dire que, bah, écoute, si j'ai l'impression que je suis une erreur de casting parce que visiblement, ce que je fais, ce n'est pas bon, je le fais pas bien, pas assez vite, pas assez, etc. Soyons adultes à ce sujet et juste mettons-moi en mobilité, comme ça j'irai là où mon travail sera à la hauteur ou là où mon profil sera plus adapté. Mais ça a toujours été non, 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 pas du tout, je vois pas de quoi tu parles. Bon, bah, je vais essayer d'être un peu plus positif dans mes retours et il n'y avait rien qui changeait et ça pouvait aller, par exemple, je devais avoir une intervention chirurgicale suivie de 2 semaines d'arrêt. J'étais obligée de revenir au bout d'1 semaine seulement parce que du coup, bah, si tu es pas là, bah, c'est que la 2e semaine que le chef peut faire le shooting donc bah, il va falloir que tu viennes ou sinon tu peux pas, reporter ton opération. Toutes ces petites choses-là qui te disent, que en fait le fait d'avoir ta vie, ta famille, ta santé, ce n'est pas à passer en priorité. La priorité, c'est le travail et si à un moment donné, tu prends tes 2 semaines d'arrêt, ben, on va bien te faire rappeler après comment c'était difficile pour l'équipe, de se restructurer, de redispatcher la charge de travail. Ça peut être de la gestion hyper malsaine de qui peut partir en vacances quand. Et comme par hasard, on découvre que bah, la boss, elle a déjà tout booké, donc elle peut rien changer. Par contre, toi, il va falloir que tu te coupes tes vacances en deux et que tu reviennes bosser entre les deux parce qu'il n'y a personne. Toutes ces petites choses-là qui font que personnellement, ça ne fait pas l'affaire. Professionnellement, ça ne fait pas l'affaire. Il y a toujours des choses à redire. Le moindre commentaire, il est toujours négatif. Si ton enfant est malade, par exemple, bah, on va bien te dire que j'espère que tu as pas oublié de poser ta demi-journée. Alors que, enfin, moi dans mon cas, je travaillais le soir après avoir couché les enfants, parfois, jusqu'à 1h, 2h du matin, je pouvais travailler le week-end, bah, je me disais quand même, si tu pars chercher ton enfant à 4h parce qu'il a 42 fièvre, c'est peut-être pas grave. Non, non. Et donc toutes ces choses-là qui se cumulent font que tu te sens de moins en moins bien, que tu commences à douter de tes propres capacités, de ta propre valeur. Et quand tu essaies d'amener ce sujet dans la conversation, c'est quelque chose que j'ai fait plusieurs fois, on te fait un numéro classique en anglais, ça s'appelle gaslighting. Gaslighting, je ne sais pas comment on dit en français, c'est quand en gros, on brouille ton signal et on te fait croire que c'est toi qui es folle, qui interprète tout, qui est trop susceptible, qui prend rien avec détachement, ça n'a rien de personnel, etc. En vrai, tout est personnel. Le business, c'est que personnel, hein, selon moi. Non, mais c'est bien que tu le dises parce qu'en effet, il y a deux formes et on peut se retrouver dans l'une ou l'autre. Et la deuxième est plus insigneuse et moins palpable de premier abord, quoi. Oui, oui, oui. C'est pas que le fait que j'ai trop de travail et que je croule parce que je suis fatiguée ou je commence à faire des erreurs parce que je suis de moins en moins concentrée parce qu'il y a trop de trucs à faire et tout est prioritaire. Mais l'autre, celle qui te grignote petit à petit ton estime de toi, c'est vraiment très vicieux et c'est quelque chose qui fait qu'après, tu es de moins en moins capable de te défendre et en étant dans cette posture de quelqu'un qui de toute façon a tort, il n'a pas le droit au chapitre, c'est un peu tu t'acquiers cette mentalité un petit peu d'esclave où tu te dis: «Vaut mieux pas que je l'ouvre parce que déjà qu'on me tolère là, voilà, je vais pas provoquer plus de vagues, que ça». Ouais, et puis je pense que ce qui est dur aussi, c'est après retrouver son estime de soi. Oui, tout à fait. Après, on se rend compte, assez rapidement et ça j'avais entendu parler de ça, une psy d'ailleurs, qui disait que si vous avez des doutes sur vos capacités ou sur votre valeur ajoutée dans le travail, juste pour vérifier, allez faire des entretiens ailleurs. Sortez de votre contexte habituel et donc allez obtenir si vous avez besoin d'un avis extérieur et d'une, estimation de votre valeur,
de l'extérieur, donc par quelqu'un d'autre, aller passer un concours, aller faire des entretiens, aller obtenir cette évaluation de quelqu'un d'autre que celui qui n'arrête pas de vous dire que vous êtes nul. Et une deuxième chose que je voulais partager aussi, c'est je pense qu'on oublie trop souvent d'écouter son corps. Et vraiment, si on lui donne un petit peu plus d'attention, on voit très très bien quels sont les moments où on a les ailes qui poussent et quels sont les moments où on commence à se recroqueviller et avoir envie de devenir invisible et de rentrer dans sa coquille. Et je pense que ça devrait être une sonnette d'alarme pour ceux ou celles qui se posent la question. C'est que quand on a alors ça peut prendre différentes formes, hein, mais la respiration qui devient difficile, quand on a l'impression d'avoir un poids sur la poitrine, quand on a les épaules qui se haussent, etc. Toutes ces manifestations-là devraient nous indiquer qu'on est en danger, en gros. On est vraiment en danger et on doit faire attention à soi et notre corps. Le langage corporel est beaucoup plus rapide que l'esprit. Le corps, il comprend immédiatement beaucoup plus vite que le cerveau ce qui se passe. Donc, il faut l'écouter. Quel a été ton cheminement? Parce que après, on en avait un peu discuté, mais c'est vrai que c'est dur de se dire, bon, bah, déjà, il faut se remettre du burn-out. Donc je pense que c'est un travail, à faire, et qui est long. Enfin, je sais pas combien de temps tu as mis, mais voilà. Et après, pour trouver quelque chose qui va te passionner et te regagner confiance en toi, comment tu as fait? Bah, la chose, c'est que, quelques mois avant d'être arrêtée, j'ai eu cette épiphanie où j'ai compris ce que fallait que je fasse. Fin 2020, j'ai vraiment, je pense, la fin de l'année, novembre-décembre, j'ai commencé vraiment de manière extrêmement active et structurée à réfléchir à mon next step. Qu'est-ce que je vais faire? Pour moi, c'était assez évident que je ne ferai pas carrière dans enfin, je ne ferai pas carrière. Je ne vais pas m'épanouir dans une structure comme ça. Qu'il fallait que je trouve autre chose. Qu'est-ce que je pourrais faire? Et donc, je cogitais jour et nuit, vraiment jour et nuit. Et je me suis vraiment entourée de livres, entourée de podcasts, entourée de conférences. J'écoutais énormément de livres audio aussi pendant mes heures et heures en bagnole. Des tas de trucs, hein, ça allait de Brian Tracy, les je sais plus combien de habitudes des personnes efficaces, au psy Sri Lankais. Enfin, c'était vraiment des choses très très différentes pour comprendre ce que je veux. Et je me souviens très bien du moment où j'ai eu cet instant où je me suis dit, mais voilà, mais en fait, j'adore le massage depuis que je suis toute petite. J'ai toujours massé ma famille, j'ai massé ma mère, ma grand-mère, mon mari, mes amis, mes enfants. J'ai toujours adoré faire ça. J'aime les enfants, j'ai envie d'avoir un travail où ma marque, c'est moi. J'ai envie d'être responsable de moi et puis moi, je sais très bien gérer la relation avec les clients, mais j'ai pas envie de gérer les relations avec des collègues. À ce stade-là, c'était déjà très clair pour moi. C'est pas une question de j'ai pas envie d'avoir un patron, mais juste c'était trop. Je pouvais pas m'imaginer intégrer une équipe à nouveau. Ça va paraître très bobo. J'étais en train de méditer quand j'ai eu vraiment cet instant. Je me souviens très clairement, pim, vraiment c'était flou, une petite lumière qui s'est allumée. Et j'ai commencé tout de suite à chercher où est-ce que je peux faire une formation. Et mon idée première, c'était d'être masseur pour enfants parce que ça n'existe pas en France et parce que c'est ce que je voulais vraiment faire. Et ça s'est étoffé après, au fur et à mesure de mes études. J'ai commencé tout de suite à chercher un centre de formation et c'est quelque chose qui m'a animée et qui m'a tirée vers le haut et probablement que mon corps a lâché parce que j'avais déjà ce point d'appui. Je me suis permise de m'effondrer parce que je savais que j'allais pouvoir me reconstituer autour d'une idée qui me passionnait et qui m'animait vraiment. Et mon médecin, il m'avait dit ça aussi à un moment donné, il m'avait dit: «Ce qui vous a vraiment sauvé, c'est votre projet professionnel et vos enfants». Parce que les enfants, qu'est-ce que j'ai kiffé prendre soin d'eux vraiment, de ne pas me presser le matin, de les déposer à l'école, d'aller les chercher tôt, de jouer avec eux, c'était vraiment une source de vie pour moi incroyable. Même si j'étais HS, je pense que si j'avais pas eu d'enfant, je serais en train de dormir, je serais allongée, la journée entière. Mais bon, du fait que j'avais 2 petits à m'occuper de 5 et 2 ans, j'étais obligée de fonctionner. Ça m'a permis de garder, oui, une dynamique et de pas être vraiment complètement, à ramasser à la petite cuillère.
Tu fait les formations, pendant ton arrêt ou t'as quitté, l'entreprise? Alors ça a mis un petit peu de temps, la négociation de la rupture conventionnelle. Pour le coup, comme c'est la super DRH qui a piloté ça, ce n'est pas du tout parce qu'ils ne voulaient pas. À mon avis, ils savaient très bien qu'ils étaient pas clean et 2, ils savaient très bien que j'étais plus du tout fonctionnelle, en fait. Que je leur disais: «Je ne veux plus jamais revoir cette entreprise» et ils ont essayé ils m'ont donné beaucoup de temps de réflexion, à me dire, «Ah, prends ton temps, peut-être que tu as besoin juste de te soigner, juste te reposer et revenir. On va te prolonger l'arrêt sans problème, jusqu'à ce que tu le sentes» et je dis: «Mais non, 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 couper. Moi, je veux couper le lien» et ils ont compris que couper le lien avec cette boîte était, une condition indispensable à ma guérison, finalement. Alors la formation, de toute façon, je ne pouvais pas la commencer n'importe quand parce qu'il y a, que 2 sessions, de cette formation-là, dans l'année, dont une qui commençait en octobre et moi ma rupture conventionnelle était au 1er juin. Donc j'ai eu un été, de rêve avec ma famille, c'était vraiment fantastique. J'avais l'impression d'avoir retrouvé la vue. Je voyais à quel point tout était beau autour de moi. Je regardais les fleurs, les branches, le ciel, les nuages, les enfants qui jouent, enfin, j'étais émerveillée de tout. C'est probablement aussi un des effets des antidépresseurs, mais Ouais, mais tu voyais ce qui était beau devant toi, quoi. Je pense que quand tu es dans un état, tu le vois plus, non, plus du tout. Et j'ai vraiment, gardé cette habitude jusqu'à maintenant et je le montre aux enfants aussi. Sur le chemin de l'école, on a notre spot habituel où on regarde le ciel avec les nuages parce qu'on voit le soleil se lever à cet endroit-là, pile devant nous. Je leur montre, «Regarde les branches des arbres, comme ça fait joli, on dirait une dentelle sur le fond du ciel» et cetera. J'ai vraiment gardé ça de cette époque, là, de trouver du beau, tout autour de soi, tous les jours. Et c'est quelque chose qui est très, pour moi, c'est très ressourçant aussi. et ce que tu m'avais dit en off aussi, je trouvais que tes paroles étaient très intéressantes. C'était que, c'est comme parfois dans un mariage. Oui, oui, c'est une relation, j'avais dit, Ouais, oui. la relation avec l'entreprise et que là, tu as réussi à couper. Enfin, il y a un moment, bah, des fois, on s'aime plus. Mais je me souviens, j'avais fait même un post, au moment où ma rupture était officielle, j'avais fait un post sur mon Insta pro que j'utilisais à l'époque pour mon travail, pour annoncer, que je partais de la boîte et j'avais écrit ça, oui, à un moment donné, quand on ne s'aime plus, il vaut mieux se séparer. Parce que l'entreprise dans laquelle je suis rentrée et le poste auquel je suis rentrée et l'équipe dans laquelle, je suis arrivée il y a 7 ans, ce n'est plus du tout la même et moi non plus, je ne suis plus du tout la même et on n'aspire pas aux mêmes choses et à un moment donné, si on n'a plus les mêmes valeurs, on regarde plus du tout dans la même direction, il faut arrêter de se mentir déjà et il faut arrêter de se faire violence l'un et l'autre, d'essayer de rentrer un triangle dans un rond, enfin ça marche pas, ça marche pas. Tout le monde en sort abîmé et l'entreprise beaucoup moins que toi évidemment, puisque et je le vois tellement, je l'ai tellement vu à quel point, on est oubliable, à quel point même tes collègues les plus proches avec qui tu as partagé des trucs de fou, des épreuves, des joies, à quel point ils s'en foutent. Au bout d'un moment, eux, ils continuent dans leur galère, ils continuent dans leur souffrance ou dans leur progression, ils choisissent leur camp et tu deviens, même pas un vague souvenir. Ça ne vaut pas le coup. Enfin vraiment, si j'ai un message, à passer aujourd'hui à toutes celles qui se posent la question: «Je ne serais pas en train de faire un petit burn-out là?» Le corps nous parle, il nous dit quand on n'a plus envie et quand on n'en peut plus. Et quand vous pensez à un projet ou à une personne dans votre entourage professionnel ou à votre entreprise et que vous sentez que votre corps il fait comme une huître comme ça, c'est pas un bon signe. Il faut écouter le corps. Quand tu penses à ta boîte où le matin tu te lèves et tu dis: «Pouah, trop cool, je vais au boulot, qu'est-ce qui m'attend?» Il y a eu une période dans ma vie comme ça où je me disais le matin: «Qu'est-ce qui m'attend aujourd'hui? Ça va être génial» et je sautais du lit et j'avais hâte de commencer cette journée. Mais il y a eu une période où c'était pas du tout le cas et quand tout ton corps se resserre, c'est que c'est pas bon et honnêtement, ce n'est pas une preuve de lâcheté que de partir à ce moment-là et j'avais beaucoup de mal à le comprendre. Quand je suis partie de ma boîte, il y a beaucoup de gens qui m'ont félicité et qui m'ont dit: «Bravo, c'est très courageux», alors que moi, à ce moment-là, je le considérais comme un échec. En gros, j'ai fui la difficulté et en fait, c'est pas ça. C'est pas que tu as fui la difficulté, c'est pas que tu as pas gagné, la bataille,
c'est qu'à un moment donné, tu as eu de la lucidité et de la force pour mettre fin à une relation qui ne t'amène nulle part. Et après alors, ton projet, tu as eu la méditation et le petit éclair en te disant: «Je vais devenir masseuse pour enfants». Et tu as pas eu peur en te disant: «Bah, qu'est-ce que maintenant, bah, j'ai plus de «travail» entre guillemets, maintenant il faut que je trouve ma voie et que, je subvienne aussi, à ma famille, quoi». Ah oui, c'est super flippant, hein, évidemment. Mais, déjà, on a de la chance d'avoir le chômage qui, moi, m'a permis pendant 2 ans de faire mes études parce que c'est quand même moi, j'ai fait des études pendant plus d'un an. J'ai fait mes études, en parallèle, j'ai structuré, tout mon bordel, tout mon business plan. J'ai vraiment travaillé pendant cette période-là. Même si ça me faisait gagner, strictement rien, ça m'a fait gagner du temps, par la suite. J'ai fait le choix de, ne pas créer mon entreprise tant que j'ai pas, fini mes études, de ne rien facturer tant que je n'ai pas fini mes études. J'avais énormément d'heures de pratique, et je sais qu'il y a des praticiens qui sont en formation, qui facturent par exemple à 50 leurs soins qu'ils doivent faire pour les études. Moi, j'ai pas fait ça. Évidemment, c'est la solution un petit peu plus compliquée parce que du coup, il ne te reste plus que une fois que tu as fini tes études, il ne te reste plus qu'1 an, voire moins, pour, faire démarrer ta boîte et qu'elle te couvre toutes tes dépenses et cetera. Moi, mon objectif, c'était qu'il faut que je gagne avec ce que je fais en tant que masseuse, autant que ce que je gagnais en tant que responsable trade, de mon segment. C'est quand même compliqué parce que ce sont des salaires, et encore, je trouve que pour l'énergie investie, le travail investi et cetera, j'étais largement sous-payée. Mais c'était quand même un bon salaire de cadre. Évidemment, ce n'est pas quelque chose que tu vas, récupérer en 2-3 mois. En revanche, si la question se pose pour quelqu'un, je trouve qu'il faut vraiment, 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 vraiment ne pas écouter tous ceux qui te disent, moi j'ai eu ce discours qui m'a fait paniquer à des moments: «Ah bah oui, mais bon, il faut minimum, 2 ans pour que ça commence à tourner». Ah! Je dis: «Mais j'ai pas 2 ans là, j'ai pas 2 ans». «Ah bah si en 6 mois ça n'a pas décollé, c'est que ça ne décollera jamais». Hein? Mais non, faut pas écouter tout ça. Chacun fait son histoire, chacun, fait comme il veut. Si quelqu'un par exemple, souhaite se lancer en indépendant, mais pour qui la situation n'est pas, dramatique comme c'était dans mon cas, où juste je ne pouvais pas continuer dans la boîte, je pense que ça vaut le coup de se détacher petit à petit, de se dégager de plus en plus de temps pour, développer son autre activité, peut-être de négocier un 4/5e, peut-être de négocier un part-time et commencer comme ça. C'est ce que conseille, par exemple, mon centre de formation dans leur livre blanc. C'est mon centre de formation qui est de l'Institut Cassiopée, qui est à Chatou. Quand je disais que les planètes, je dis toujours que quand on met le pied sur le bon chemin, les étoiles s'alignent pour te l'éclairer, c'est sûr. Le jour où j'ai décidé que je voulais faire ça, par hasard, je suis tombée sur un voisin qui déménageait ce jour-là et avec qui on n'a pratiquement pas parlé avant. C'était la seule fois où on a eu une longue discussion où je lui ai raconté mon histoire de «je veux devenir masseuse» et il m'a dit: «Ah, tu sais qu'il y a l'Institut Cassiopée à 5 minutes à pied de chez toi?» Et je ne savais pas. Mais c'était juste incroyable. Je me disais: «OK, bon, bah, là, merci l'univers, tu m'as tout envoyé là, tout d'un coup, hein. L'idée du business, là où je vais me former», et c'était parfait. Et donc, dans mon centre de formation, ils ont un livre blanc que vous pouvez télécharger, où ils détaillent par étapes, comment ils conseillent, se lancer en indépendant dans des métiers d'accompagnement de personnes et cetera. Et ils disent, voilà, ça prend à peu près 2 ans, entre 2 à 3 ans entre tes études et ton cabinet qui fonctionne à bloc. Mais tout le monde ne veut pas être en cabinet. Moi, par exemple, je ne fais pas que des soins en cabinet. J'interviens aussi, en entreprise, j'interviens aussi dans des centres comme le pôle santé, où j'anime des ateliers, j'écris pas mal de choses, je participe à des projets transverses. Toutes ces choses-là, si vous êtes à l'aise avec ce fonctionnement où autour d'un socle, on peut, faire agglomérer différentes activités qui vous plaisent, les manières de gagner de l'argent, elles sont multiples. Il ne faut pas se limiter à une seule, façon.
Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais, t'es entre vie pro, vie perso? Là, tu arrives à garder du temps pour tes enfants? Ah oui, oui, oui. Oui, oui. Moi, c'est vraiment un truc, qui est précieux pour moi et qui vaut pour moi, une partie de salaire que pour l'instant je n'ai pas récupéré. C'est que je peux récupérer mes enfants, à 16 heures avant la garderie. C'est moi qui peux les emmener le matin et je ne suis pas juste en train de les jeter par-dessus le portail et partir en courant. Je peux m'occuper d'eux le mercredi après-midi, même si on a les papis-mamies qui viennent passer du temps avec eux parce que ça leur fait plaisir, mais et que moi je travaille le mercredi. Mais si par exemple j'ai pas de passion, j'ai pas de projet le mercredi après-midi, c'est moi qui emmène ma fille à la musique, c'est moi qui vais avec eux à la médiathèque, j'adore ces moments, j'adore le fait que si jamais il y en a un qui est malade, je n'ai besoin de demander à personne pour le garder à la maison. C'est un luxe incroyable. Mon entreprise, elle est construite autour de mes intérêts personnels. C'est une passion. Quand je travaille, j'adore ce que je fais. Je suis à fond, je suis passionnée par ce que je fais et quand je dois, et ça m'arrive, me remettre à bosser une fois que les enfants sont couchés, ce n'est pas une plaie et ce n'est pas une souffrance. Je vais avec plaisir, je fais beaucoup de recherches, je lis énormément, j'écris, beaucoup de choses et cetera. Donc souvent, c'est ce genre de choses que je fais le soir quand ils sont couchés, si par exemple mon mari n'est pas là ou si j'ai besoin de faire un truc un peu urgent, je le fais, mais j'ai envie de faire ça, ça me fait plaisir et ouvertement, je ne travaille pas le week-end, par exemple. Le week-end, c'est pour ma famille et je ne travaille pas passé 17:00, parce qu'à 17:00, je récupère mes enfants et c'est non négociable. Évidemment, ponctuellement, si j'ai un gros projet qui tombe et qu'il faut que je m'absente un week-end, bien sûr que je le ferai quand on organise des retraites, par exemple. Des retraites, pour les mamans, où on fait, une espèce d'accompagnement holistique entre le côté spirituel et le massage et cetera. Évidemment que ça s'organise, mais comme avant, quand je partais, faire un salon ou autre chose. Ou, là, le mois de mars, j'ai un agenda hyper rempli d'ateliers parce qu'il y a plein d'événements, dans ma ville qui sont organisés et j'anime beaucoup, beaucoup d'ateliers. Je vais en animer une dizaine, je pense, donc ça me prend plusieurs week-ends, plusieurs samedis et ça, je le sais à l'avance. Il y a rien qui me tombe dessus, comme ça ou tout d'un coup, comme ça pouvait m'arriver avant, soudainement, il faut partir en déplacement pendant 4 jours. Où tu mets où tes enfants? Qu'est-ce que tu fais? Tu as rien préparé? C'est moi qui décide, c'est moi qui gère, c'est moi qui décide, avec quel partenaire je travaille. Il y en a par exemple, là, je suis en train de faire un gros tri parce que je suis en train de me dire: «Voilà, bah, j'ai essayé, A, B et C. B ne fout rien, donc je vais plus travailler avec, lui. C est mal organisé, même s'ils sont sympas, donc je ne vais plus travailler avec eux. Par contre, je vais travailler avec A parce que ça matche bien, parce qu'on est dans la même dynamique, parce que ça nous fait plaisir et parce que je gagne de l'argent avec ça». Je comprends que ce n'est pas pour tout le monde. Moi, j'ai une expérience de longues années où j'ai travaillé seule. Par exemple, pendant 5 ans, j'ai travaillé pour une marque, luxe, canadienne. Donc tous mes collègues étaient au Canada, ils venaient 2 fois par an. Le reste du temps, j'étais seule au bureau pendant 5 ans et je sais m'organiser. Je sais, je connais la discipline, je sais très bien gérer un agenda, les priorités, les tâches que j'ai à faire, quand est-ce que je dois le faire, les deadlines, le cahier des charges, le rétro-planning et cetera. Et j'aime beaucoup, le fait que ce soit varié mon activité. J'aime beaucoup que ça soit pas la même chose, du matin au soir cyclique, tous les printemps à telle époque, on prépare telle campagne, tous les mach enfin, mais je sais que pour certains, c'est beaucoup trop insécure, cette situation-là. Parce qu'effectivement, quand tu es entrepreneur, oui, c'est toi qui gères tout, c'est toi aussi qui prends tous les risques. C'est tes vacances, elles te coûtent 2 fois plus cher parce que, non seulement tu travailles pas quand tu es en vacances, mais en plus, il faut que tu payes tout toutes tes dépenses de vacances comme d'habitude. Mais pour moi, c'est une vie de rêve parce que je sais qu'il y a par exemple, quand je sens que je commence à être un petit peu short, sur la batterie et que je suis fatiguée, je sais que dans cet état-là, je ne peux pas bien faire mon travail et je ne peux pas être une bonne maman non plus. Donc je fais une bonne maman et je fais une bonne masseuse, c'est-à-dire que je peux décider
que tel jour, je vais juste aller courir le matin, je vais m'occuper. J'adore cuisiner, donc pour moi, c'est pas une corvée, c'est ma façon de méditer. Je me mets mon podcast ou je mets Friends dans le fond ou je mets Big Bang Theory et je découpe mes légumes et je suis trop contente. Et après, je vais me faire ma routine beauté où je vais m'allonger avec mon masque et écouter une méditation. Et à la fin de la journée, je peux vous dire, je suis au top de la vie. Et je peux reprendre mon travail et être méga efficace les 4 autres jours de la semaine. Mais c'est quelque chose que je ne pouvais absolument pas faire étant employée. Mais en gros, là, la petite fille de 12 ans avec son poupon a réalisé son rêve. Maintenant, avec le recul, tu accompagnes les On femmes. peut dire ça. Alors, je vais vraiment réaliser mon rêve, c'est en cours d'organisation. Je vais vraiment réaliser mon rêve quand je vais aller masser en maternité. Là, je vais vraiment, 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 vraiment dire allez, bougie. Parfait. Bah, déjà, là, tu as fait quand même, en peu de temps, des choses super. Enfin, nous alors, pour la petite histoire, on s'est rencontrés, lors de l'événement de Sandra, la créatrice d'Ilado. Déjà, tu as écrit tout un chapitre de son dernier livre, Merveilleuse, en peu de temps, parce que tu t'es lancée il y a pas si longtemps que ça. Tu t'es formée comme tu as expliqué et puis, là, ce dernier rêve, à 2024 de 2025 même pas, tu l'auras réalisé, c'est sûr. Bah, écoute, 2024, j'espère. C'est quelque chose qui est en cours de. J'ai une deuxième. Enfin, j'ai trop de rêves là. Mais ça, c'est signe qu'on est en bonne santé parce que quand tu es en burn-out, vraiment, tu n'as plus envie de rien. Vraiment, tu es tellement dans le gaz que tu sais plus. Tu sais pas, tu saurais pas dire qu'est-ce qui te ferait plaisir maintenant, à part qu'on te laisse tranquille. Donc oui, quand on a plein de rêves, moi j'aimerais vraiment beaucoup, aussi en rêve, j'ai vraiment très, très envie de développer, plus mon activité auprès d'enfants, avec des besoins spéciaux. Parce que de ma propre, expérience personnelle, je suis très proche de cet univers. Mon petit frère, qui est déjà très grand, il est autiste, donc j'ai vécu toute ma vie auprès de lui et dans ses activités, dans les établissements qu'il fréquentait, et cetera. Et donc c'est un univers que j'adore et dans lequel j'aimerais beaucoup apporter, les bienfaits du massage. Et un autre univers, qui est très important, ça a apparu, l'année dernière comme ça pour moi, je ne sais pas du tout pourquoi. C'est le massage, dans l'univers, des traitements, des maladies oncologiques. Tout ce qui touche au cancer. Je suis en contact avec 2 spécialistes du massage oncologique, qui sont aux États-Unis parce qu'en France, on ne pratique pas ça et on met beaucoup en garde contre le massage pendant, en tout cas, les phases de traitement et j'aimerais comprendre pourquoi, parce qu'il n'y a aucune étude qui prouve que c'est dangereux et il n'y a non plus aucune étude pour l'instant qui serait, officielle et qui serait sortie, qui prouverait les bienfaits du massage. Ces praticiennes-là, elles ont l'expérience et elles démontrent, que par la pratique que oui, ça fait un effet au moins sur l'atténuation, la diminution des douleurs et sur la baisse de l'anxiété et donc le meilleur sommeil, meilleur appétit et cetera, qui est quand même pas négligeable et j'ai, plusieurs personnes dans ma pratique, plusieurs femmes qui ont subi des traitements, et qui sont en rémission et que je suis et je vois à quel point ça leur fait du bien. Donc j'aimerais vraiment, beaucoup investir ce secteur-là également. Vous en saurez plus, dans pas trop longtemps, j'espère, mais je suis plutôt sur une bonne voie pour collaborer avec quelqu'un d'imminent dans cet univers-là, en France. Génial. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le mot de la fin? Moi, j'aimerais que ma relation avec le massage continue à être une relation saine et équilibrée et qu'on ne se lasse pas l'un de l'autre et on continue à s'aimer. J'ai vraiment envie de continuer à développer cette activité et la rendre accessible à plus de femmes, à plus d'enfants. Et cette relation équilibrée, inévitablement, va pouvoir m'assurer une relation équilibrée personnelle avec ma famille, qui reste ma priorité. Eh ben, merci beaucoup.
Et ben, je trouve que c'était un témoignage fort. J'ai jamais eu en fait de témoignage sur le burn-out, qui a conduit à repenser, sa trajectoire professionnelle et à revenir à ses premières aspirations d'enfant, on va dire. Donc ça me tenait à cœur de t'avoir et puis, je trouve que, ce que tu apportes aussi aux femmes, tout ce que tu as monté en très peu de temps, c'est vraiment un bel espoir pour, certaines personnes qui pourraient être, dans ce cas où elles se forcent et puis au final, il y a un moment, faut écouter son corps comme tu as dit et Mais c'est comme exactement le même encore une fois, le parallèle avec la vie perso, hein. Tu peux rester en couple avec un gars que tu aimes pas, qui te tabasse, et qui te rend la vie misérable. Tu peux rester avec lui jusqu'à la fin de tes jours parce que tu as peur de te retrouver seul ou parce que tu as peur de ne pas arriver à subvenir à tes besoins, financiers ou autres. Tu peux, c'est possible, hein. Il y a enfin, malheureusement, beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes encore, subissent ça, au quotidien. Donc c'est possible, mais toutes, on mérite mieux. merci encore. À très vite. Merci à toi, Pauline. Oui, à très vite. Si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout. Et je vous en remercie grandement. Je vous invite à me laisser un commentaire pour continuer les échanges et à mettre la note de 5 étoiles si l'épisode vous a plu. Cela contribue à augmenter la visibilité du podcast sur les plateformes. Merci beaucoup de votre soutien et à bientôt pour le prochain épisode.